l'importance de former des coalitions et de récupérer les savoirs qui viennent des mouvements sociaux, des mouvements autochtones, des gens à la base des luttes qui subissent les impacts directement de ces grands projets-là. Alors ma question, c'est est-ce qu'il y a des campagnes actuelles qui semblent rallier les différents acteurs à la base comme l'enjeu de la souveraineté alimentaire? Merci. Merci beaucoup pour la question. La réponse facile serait de dire changez donc de gouvernement. Mais on va rester dans la réalité des choses et je dirais que comme l'Assemblée des Premières Nations du Québec à Nord, on a fait notamment de l'adoption de la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones un enjeu majeur. Et d'ailleurs, depuis presque 12 ans maintenant, on est engagé dans une démarche visant à essayer de rassembler des appuis, le plus d'appui possible pour essayer de faire en sorte que le gouvernement canadien change son fusil d'épaule et procède finalement au geste honorable d'adopter la déclaration de l'ONU. On est quelque peu encouragé par le dernier discours du trône où on fait référence, où le gouvernement fait référence peut-être à une considération possible de renverser la position de 2007. Mais on est toujours vigilant, évidemment, avec ce gouvernement-là. On en a vu d'autres. Et on n'a pas cessé finalement de continuer la campagne visant à aller chercher le plus d'appui possible. Et particulièrement au Québec, et j'en parle parce que depuis presque 4 ans maintenant, on essaie de rallier le plus de soutien possible au niveau du Québec avec notamment les groupes sociaux, donc beaucoup la base. Et on organise depuis 3 ans maintenant des journées portes ouvertes en marge de la Journée internationale de solidarité des peuples autochtones qui est le 21 juin de chaque année. Et d'ailleurs, cette année, en 2010, cette activité-là se tiendra à Gaspé, lui-même du premier débarquement en 1534, donc c'est assez symbolique quand même. Donc on fait ce type. C'est quand même, je dirais, un peu ironique de constater qu'après 400 ans de cohabitation, on ait à faire ce type d'éducation-là, ce type de tentative de dialogue et de rapprochement. Mais ça aussi, ça fait partie de la réalité. Et je pourrais citer des étapes quand même charnières dans notre histoire. Je pourrais aller en 1990, la crise du Yukon, on aurait pensé que ça aurait peut-être pu motiver les gens à en savoir davantage sur la réalité de nos peuples, mais les choses étant ce qu'elles sont, c'est avec ça qu'on doit faire aujourd'hui. Mais ça, c'est sans écarter la nécessité aussi de faire de la mobilisation au niveau international également, ce qu'on fait également sur une base annuelle, avec des ressources évidemment dont nous disposons. D'ailleurs, on est engagé présentement dans un processus visant la participation à la 9e session de travail de l'instance permanente de l'ONU sur les questions autochtones qui va se tenir à New York dans la 2e moitié d'avril prochain. Et comme ça se fait presque sur une base annuelle, on a inséré dans le programme de cette année un dialogue entre certaines agences de l'ONU, les groupes autochtones, mais aussi les États, dans ce cas-ci d'Amérique du Nord, donc les États-Unis, le Canada et le Mexique vont sans doute, on devrait normalement y participer. C'est ce qu'on sait. Et ça, tout ça se fait, et c'est un peu, je dirais, un peu la réaction à un processus politique qui fait défaut. Et on est très certainement, je veux dire, aux premières loges au niveau canadien pour le constater, parce que l'exemple que je citais en début de présentation tout à l'heure, qui est
l'exemple de ma nation, ben, c'est un exemple parmi d'autres. On sait qu'il en existe beaucoup à travers le pays parce que, avant la crise locale, il y a eu d'autres crises, et après la crise locale, il y en a eu d'autres également. Et c'est un peu, si on veut, la somme de frustration qui s'accumule. Et ça me ramène un peu à une question que posait Louis-Edmond Hamel il y a quelques jours dans une rencontre qu'on tenait à l'Université Laval, qui disait essentiellement, bon, qu'est-ce que ça va prendre pour que les choses changent et que finalement les gouvernements puissent changer d'attitude et se rapprocher d'une solution qui soit satisfaisante pour tous les partis, qui est loin d'être le cas ici. De Nord-Canada et du livre qui ne paraîtra pas, Imperial Canadianic. Ma question s'adresse d'abord à Ghislain Picard, mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment dire, il y a répondu un petit peu dans l'intervention précédente. Je voulais d'abord savoir dans quelle mesure il considérait que ce plan Nord s'inscrit finalement dans une continuité parfaite avec le processus de colonisation et disons de spoliation des richesses autochtones qui est à l'œuvre ici depuis 500 ans. Et je voulais savoir dans un second temps, une des raisons, je pense, pour lesquelles il y a une certaine forme d'autisme, à la fois au niveau gouvernemental, médiatique, dans la société québécoise, et on peut généraliser ça aussi à l'ensemble du Canada, par rapport aux revendications des peuples autochtones, c'est aussi parce que ces revendications ne sont jamais entendues et jamais relayées. Alors je voudrais savoir si, puisque moi-même je suis victime, ou au moins je le vis de cette façon, de la censure, j'aimerais savoir de quelle manière, si elle existe, la censure s'exprime par rapport aux revendications des peuples autochtones quand elle tente de s'exposer sur la place publique. Et enfin, une troisième chose, Abraham vient de parler du bien vivre, le buen vivir, dans une langue autochtone du Chiapas que je ne connais pas. Je connais mieux la langue des Quichua d'Équateur. Dans cette langue, de ce buen vivir, ce bien vivre, s'appelle Sumak Kausai. Et j'aimerais savoir s'il existe un équivalent de ce concept qui est très intéressant, qui est à mon avis très porteur de beaucoup d'espoir et de beaucoup de propositions alternatives. S'il existe l'équivalent de ce tel concept au sein de votre propre peuple ou des peuples du Canada. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Le plan Nord, finalement, c'est la plus récente expression de ce que vous nous rappelez, c'est-à-dire un projet de développement majeur qui vise avant tout dans une première étape à écarter ce qu'on pourrait peut-être considérer comme les éléments les plus nuisibles. Et c'est le reflet, en quelque sorte, de ce qu'ont vécu nos communautés, nos peuples, nos ancêtres depuis presque le début des temps. Et c'est un peu ce qui nous a donné le système colonial qui persiste toujours encore aujourd'hui, parce qu'on comprend ici que la loi sur les Indiens, qui remonte en 1876, est toujours cette même loi qui gère un peu notre quotidien en 2010. Et tout a été fait pour finalement faciliter l'incursion des territoires autochtones. Mais en même temps, j'aimerais quand même apporter une nuance ici parce que, bon, on parle facilement des Premières Nations, des peuples autochtones comme des anti-développeurs, ce qui n'est pas le cas, puisque à certains égards, dans nos activités, dans notre propre démarche, on envisage également finalement d'être partie prenante dans le développement. Et dans notre cas, on a regardé du côté notamment
des petites centrales hydroélectriques pour certains territoires. Et ce sera évidemment une démarche qui va être ordonnée et qui va être conséquente aussi avec une stratégie de développement durable qui a déjà fait l'objet d'adoption par l'ensemble des Premières Nations au niveau du Québec. Mais pour revenir à cette question-là, bon, je comprends qu'aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons, au niveau du gouvernement du Québec, la question autochtone est sans doute de second ordre. Je suppose facilement que le Premier ministre du Québec, M. Charest, est beaucoup plus préoccupé par ce que M. Marc Bellemare va sortir de son chapeau demain. Et c'est un peu, j'en ris un peu, mais c'est aussi une partie de cette réalité-là avec laquelle